reporter, caméraman. Donc, je vous invite à le lire, et voir et lire la partie du cours qu'on vient de faire. Et qu'est-ce que vous pourriez être amené, ce que vous pourriez être amené à proposer comme statut à Monsieur Justin Pulitz, ce reporter caméraman. Donc, je vais vous laisser une dizaine de minutes. Lisez ce cas pratique. C'est la partie à l'écran que j'ai mis où j'ai mis une couleur différente. Vous avez le document, vous avez le document sur la plateforme, sur Moodle. OK? Est-ce que c'est OK? Oui. Oui, OK. Allez, je vous laisse travailler. Monsieur, donc ça doit vous permettre de relire tout. Mais monsieur, je ne peux pas connecter à votre cours. J'ai pas entendu. Je ne peux pas m'inscrire à votre cours sur Moodle. Ah oui, alors, ça va me permettre de faire ce type de démarche. OK. Donc c'est Nguyen. Monsieur, excusez-moi, en fait, je viens d'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire, désolé. Noémie, ce que l'on doit faire, c'est le cas pratique qui est sur la plateforme, le cas pratique de Monsieur Justin. D'accord, je vais essayer de le trouver. Merci.
Allez, on va être amené à traiter ce cas. Je vais le remettre sur partage. Donc, on va le lire ensemble. Monsieur Justin Pulit, c'est un reporter caméraman réputé, salarié du magazine Animaux. Autrement dit, pour l'instant, il n'a un statut de salarié. Il est embauché par ce magazine. Il a un lien de subordination. On lui dit tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et en contrepartie, il a une rémunération. Il a récemment obtenu un prix prestigieux pour son reportage animalier, le Léopard des neiges. Il a décidé d'exercer son métier de manière indépendante en créant sa propre entreprise et il est prêt à prendre des risques pour son activité professionnelle. Là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est de manière indépendante, donc il ne veut plus avoir le statut de salarié. En créant sa propre entreprise, alors attention, le terme entreprise, c'est un terme générique. Une entreprise, ce n'est pas un terme juridique. Une entreprise, c'est un terme économique. Une entreprise, c'est la réunion entre des personnes et des biens. On crée une entreprise et toute entreprise doit avoir une forme juridique, soit sous forme d'entreprise individuelle, c'est ce qu'on a étudié, soit sous forme de société, soit sous forme d'association, soit sous forme, sous toute autre forme qu'il peut y avoir. Donc on dit qu'il veut créer son entreprise, qu'il veut créer son entreprise, ça ne veut pas dire qu'il veut être forcément entreprise individuelle ou forcément société. Là, il veut créer son entreprise, c'est-à-dire pouvoir exploiter son activité seul. Donc de manière indépendante, sans être lié par un supérieur hiérarchique. Et il veut prendre des risques pour son activité professionnelle. Alors, Justin n'est pas fou. Quand il dit qu'il veut prendre des risques pour son activité, il ne veut pas mettre en cause tout son patrimoine. Il va essayer d'avoir la solution qui lui paraît la plus adaptée. Au préalable, il vient vous consulter à propos des questions suivantes. Il s'inquiète des répercussions de ce projet sur sa situation patrimoniale. Il habite à Enghien, alors Enghien c'est dans la région parisienne, une villa avec sa famille. Et d'autre part, il vient d'acheter un appartement de 3 pièces à Paris. Donc là, ce qu'il est en train de se dire, c'est qu'il a passé des années à pouvoir obtenir ce type de situation, ce type de patrimoine. Il ne voudrait pas, pour juste une question professionnelle, faire en sorte que ça disparaisse. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque qu'il peut y avoir comme risque qu'il n'ait plus de marché, il n'est plus de marché. Donc à partir de là, il doit payer des charges sans avoir de contrepartie financière, ou alors une action en responsabilité contre lui qui pourrait même mettre à place son activité. Prenez actuellement ce type de profession, il doit avoir quand même quelques petites difficultés à fonctionner, surtout avec le principe du confinement. Si elle ne peut pas aller se déplacer, elle ne peut pas prendre des photos. Si elle ne peut pas prendre une photo, elle n'a pas de revenus. Si elle n'a pas de revenus, elle doit quand même payer des charges en lien avec son activité, principalement les charges sociales, même si dans le cadre de cette pandémie, les pouvoirs publics ont fait des efforts en la matière, mais il y a toujours des charges qui s'appliquent pour un entrepreneur. Donc, le fait de ne pas travailler, c'est pas de rentrée d'argent, mais sur quoi vit-on? Il n'y a pas le système d'assurance au chômage, il n'y a pas le système de chômage partiel pour des personnes qui sont travailleurs indépendants. Donc à partir de là, il a un patrimoine et il se dit, mais j'ai pas envie de perdre ce patrimoine, et il a raison. Il a lu dans les journaux que depuis peu, il existe une nouvelle forme d'entreprise individuelle, le IRL. Elle lui semble intéressante pour mener à bien son projet professionnel, mais il souhaite en avoir une meilleure connaissance. Avec ses économies, il va pouvoir s'acheter tout le patrimoine, tout le matériel photographique nécessaire, caméra, ordinateur, logiciel, pour pouvoir faire ses reportages. L'appartement de 3 pièces dont il est propriétaire à Paris sera utilisé pour son activité professionnelle. La villa sera réservée au logement de la famille. D'où, question, quelle forme juridique choisir?
Alors, qui veut être amené à apporter des réponses pour savoir, pour indiquer toutes les possibilités qu'il peut avoir en indiquant si ça présente un intérêt ou pas. Et on va commencer de la situation la moins intéressante à la situation la plus intéressante. Alors, qui se lance? Oui, allez-y. Il pourrait faire une entreprise individuelle classique, mais là... C'est-à-dire une entreprise individuelle classique. C'est-à-dire au risque d'être directement impacté par... si sa société s'endette, ça touchera assez bien à lui. Il n'aura aucune protection. Oui, alors là, je ne vois pas qui parle. C'est les Teletubbies. C'est Clément, Doga. D'accord, ok. Allez-y. Donc là, vous me dites, alors vous appelez ça une entreprise individuelle classique, c'est-à-dire pour laquelle on ne va faire aucune démarche particulière de protection du patrimoine. C'est ça. Yes. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui va être protégé si on ne fait aucune démarche? Du coup, pour moi, rien. Tout pourrait être saisi. Ah si, il y a eu une évolution. Oui, mais s'il n'a pas fait, ah oui, ça lui revient de droit. Ah oui, non, d'accord. Oui, sa maison principale, en tout cas, pourra pas être saisie. Exactement. Donc, première situation, si on est en présence d'un entrepreneur individuel qui ne fait aucune démarche pour protéger son patrimoine. Aucune démarche pour protéger son patrimoine. Dans ce cas, c'est la loi du 6 août 2015 qui va s'appliquer. Que va prévoir cette loi du 6 août 2015? C'est que sa résidence principale va être protégée de droit de ses créanciers professionnels. Va être protégée de droit de ses créanciers professionnels. Donc, sans avoir à faire de démarche, cela protège la maison d'Anguin. Ça veut dire que tout le reste, et notamment son appartement 3 pièces dans Paris, est susceptible d'être récupéré par le créancier professionnel. Alors, on se met d'accord, ça n'arrive pas tous les jours, que le créancier professionnel ait des dettes qu'on n'arrive pas à rembourser. Mais la particularité dans ce type de situation, c'est que le juriste ne regarde jamais les 9999 cas où ça se passe bien. Le juriste ne regarde que la situation où ça se passe mal. Je ne sais pas si je vous ai donné cet exemple, mais n'invitez pas un juriste à un mariage. De quoi le juriste va parler le jour d'un mariage? Du pourcentage de cas de divorce qu'il peut y avoir au cours de la première année de mariage. Puis au cours des années qui suivent. Il a toutes les statistiques. Si vous voulez qu'il vous casse l'ambiance, il a cette capacité. Parce qu'il ne voit que les situations où ça se passe mal. Les situations où ça se passe mal. Donc, à partir de là, si on ne fait strictement aucune démarche, seule la maison d'Anguin est susceptible d'être protégée. Maintenant, continuez. Il pourrait signer un droit d'insaisissabilité. Alors, deuxième solution, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Allez-y. Signer un droit d'insaisissabilité. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est que finalement, dans l'insaisissabilité, il peut protéger que ce qui n'est pas lié à l'activité professionnelle, mais là, visiblement, il veut utiliser son appartement pour...
Alors, y travailler. là, vous êtes dans quelle hypothèse? Celle de la loi du 4 août 2008 ou vous êtes passé à l'EIRL? C'est une question, hein? Oui, dans celle du 4 août 2008. La loi du 4 août 2008, qu'est-ce qu'elle protège de faire? Qu'est-ce qu'elle protège? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de protéger les biens fonciers bâtis et non bâtis, non affectés à l'usage professionnel. Donc ici, ça c'est la deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, monsieur, enfin l'entrepreneur, c'est Justin, a la possibilité de faire une déclaration d'insaisissabilité devant notaire insaisissabilité devant notaire. Mais là, il ne va pouvoir protéger que ces biens fonciers bâtis et non bâtis. Autrement dit, maisons, immeubles et terrains. Maison et terrain. Donc ici, il va protéger sa maison d'Anguet. Il va protéger sa maison d'Anguet. Mais s'il souhaite utiliser son appartement, à titre professionnel, il ne va pas pouvoir la mettre dans la déclaration d'insaisissabilité. En clair, on aboutirait exactement à la même chose. Il n'y aurait que la protection du patrimoine personnel. Mais du coup, la loi Macron, elle protège aussi le terrain ou pas? Ah oui, quand on parle de résidence principale, oui, on peut protéger, on protège bien sûr le terrain, la résidence, c'est-à-dire la propriété où on est amené à vivre. En revanche, s'il y a un terrain qui est à côté, mais qui ne fait pas partie de la même parcelle, il n'est pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il ne relève pas de la résidence principale. Ok. D'où on s'aperçoit que on a toujours cet élément. C'est vrai qu'on va se poser la question s'il faut véritablement affecter l'appartement à l'activité professionnelle. Mais ça, on va le voir avec le troisième point, l'IRL. Donc vous voyez que dans cette deuxième hypothèse, il faut faire une démarche auprès d'un notaire. Ça va coûter de l'argent, mais ça ne va pas rapporter. Ça ne va pas apporter beaucoup plus que ce que prévoit la loi du 6 août 2015. D'où la troisième solution va être de mettre en place le IRL. Le IRL. Le IRL. Mais dans le IRL, il doit aussi faire gage de ce qui est lié à l'activité professionnelle, mais donc finalement... Exactement. Donc là, on va faire une procédure de déclaration. Et la particularité, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre dans le patrimoine professionnel? Pourquoi? Parce que tout le reste va être protégé. Tout le reste va être protégé. Alors, qu'est-ce que vous y mettriez dans le patrimoine professionnel?
Et du coup, je mettrai l'appartement dans lequel il compte. Avant de parler de l'appartement. Le matos. Le matériel. Ouais. Le matériel, automatiquement, on va le mettre. Sur l'appart, moi j'ai une question, monsieur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de déclarer, d'avoir un lieu associé à l'activité professionnelle? Ah oui, quand je fais, il faut que toute entreprise, qu'elle soit société ou entreprise individuelle, ait un siège social. D'accord. Mais ce siège social, là, c'est là où on va se poser la question, où est-ce qu'on va pouvoir être amené à le mettre en place. Donc, dans cette procédure d'affectation, on va y mettre automatiquement tout le matériel. La question est de savoir si on va y mettre l'appartement de Paris. Est-ce qu'on a un intérêt de mettre l'appartement de Paris? Si on met l'appartement de Paris, on arrive exactement à la même situation que dans les situations précédentes. Mais on n'est pas forcé de mettre l'appartement de Paris. Et donc, comment on va être amené à gérer cela, parce que ça relève quand même du patrimoine de la personne, mais on peut faire par exemple un contrat de location, pas cher, entre Monsieur Justin, personne physique, et Monsieur Justin, entrepreneur individuel. Mais il n'y a pas d'intérêt dans l'EURL d'y mettre l'appartement de 3 pièces. De cette façon, on est amené à le protéger. Oui, mais à ce rythme-là, on a intérêt à rien mettre dans la déclaration du coup. D'où, après, va se poser la question de la réalité, de la validité de la déclaration. Et si on n'y met rien, à un moment donné, on a contourné la règle, et à partir de là, le créancier peut dire, attendez, vous avez opté pour le URL, mais vous n'avez strictement, comme par hasard, aucun patrimoine professionnel, alors que vous travaillez dans cet appartement dont vous êtes propriétaire, ce n'est pas votre résidence. D'où la quatrième solution. La quatrième solution serait de créer une EURL. Cette fois-ci, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, c'est une société où Justin serait le seul associé. Mais une société où ça serait, comment dire, où on serait comment dire, Justin ferait des apports. Par exemple, le matériel photographie, mais avec la particularité, avec cette particularité, qu'il ne mettrait pas dans la société son appartement. Il ne ferait pas un apport de l'appartement. Résultat, si la société vient à disparaître, si l'URL vient à disparaître, tous les biens personnels de Justin sont protégés. Mais monsieur, du coup, finalement, elle est où l'embrouille? Je veux dire, autant faire une URL directe, alors, non? Ouais, c'est pareil. On est d'accord, comment dire,
Sauf que l'URL, c'est créer une société, ce sont toutes les démarches pour la création de société, c'est toutes les démarches pour gérer une société, faire des assemblées générales. Il y a un formalisme qui est beaucoup plus important. Mais chose que vous n'aurez pas dans l'URL, le IRL. Donc, on est sur des formules qui sont très proches. Des formules qui sont très proches. Moi, à titre d'enseignant, je vous dis, créer une société plutôt que d'être entreprise individuelle. Mais je ne vais pas, dans le cadre de ce cours, vous dire que l'entreprise individuelle n'existe pas, mais je vous en montre, comment dire, je vous dis, il y a peut-être une formule qui est plus simple. Si vous créez votre petite, vous êtes déclaré auto-entrepreneur pour faire, comment dire, vous êtes étudiant, vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez faire du design, comme votre camarade a dit. Il n'y a pas de risque derrière, il n'y a pas besoin d'investissement. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire une société? Vous voulez faire ça pour un an et demi. C'est bon, vous créez une entreprise individuelle, il n'y a pas besoin d'aller mettre en place des statuts et d'avoir une gestion de société. Donc là, vous allez aller à la simplicité. Mais si vous voulez vous inscrire dans le temps, peut-être que le statut d'entreprise individuelle n'est pas forcément le statut le plus adapté. D'autant plus si vous générez des risques. Dans le cas de Justin, qui prennent l'URL ou qui prennent l'URL, ça changera strictement rien, vu que c'est pas une activité qui est susceptible de prendre des risques. Si on était en présence de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et dont les travaux peuvent engager sa responsabilité civile ou professionnelle, là, la question se poserait de façon différente. Donc, ça veut dire que le choix de la structure, de la forme juridique, va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, est-ce que j'ai besoin d'investissement? Réponse non. Donc là, je peux prendre une société et entreprise individuelle. Deuxième paramètre, est-ce que j'ai du patrimoine personnel? Non. Ah ben, alors je peux prendre les deux. Je peux prendre les deux. 3. Mon activité va être une activité à durée limitée. À partir de là, il vaut mieux aller sur une entreprise individuelle. 4, mon activité, alors, enfin, toujours 3, elle peut s'inscrire dans le temps. Je peux en faire ma profession et durer pour une société. Voilà. Donc, vous voyez les questions qu'on est amené à se poser, ce qui fait qu'il y a plusieurs choix. Vous savez, en créant l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le législateur a modifié tous les critères de distinction. Avant, on disait activité sans risque, sans investissement et ponctuelle, voire ou qui n'a pas vocation à se développer, entreprise individuelle. Dans tous les autres cas, société. Là, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée est venue apporter un trouble parce que ça donne certains avantages à rester en entreprise individuelle à responsabilité limitée. Mais là où un patrimoine personnel sera le mieux protégé, c'est si on crée une société. Et juste, monsieur, si finalement, là, il crée une EIRL, mais qu'il n'était pas propriétaire du lieu où il exerce l'activité professionnelle et qu'il était en location, à quelle hauteur il peut venir lui prendre des sous Il était en location, mais location avec qui? Location vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'une autre personne? Non, d'une autre personne, disons, il loue un local, quoi. Si je suis en location, c'est que ça ne m'appartient pas. Donc, à partir de là, le créancier ne peut pas venir lui prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Ok. OK? Des questions? Oui. Allez-y. Du coup, moi, je me demandais si le lieu de résidence et le siège social sont confondus, il se passe quoi? Alors, c'est possible. C'est possible. Un entrepreneur individuel peut mettre son lieu de siège social chez lui. C'est possible. Ou alors, il peut prendre un lieu distinct qui, dans ce cas, pourrait être l'appartement de 3 pièces dont il est propriétaire à Paris. Je pense que son intérêt à M. Justin, c'est de le mettre à sa résidence à Angers, pour bien distinguer le professionnel du non professionnel. OK? Ok. J'avais entendu une voix féminine pour une question. Oui. Mariama, je crois.
Oui, c'est ça. Pour le cas où il ferait le IRL en signant un contrat de location avec lui-même, c'est les créanciers qui décident si ça passe ou pas. Enfin, C'est le créancier qui va essayer de voir si on est sur un contournement de la règle. d'accord. Donc c'est lui qui va se dire, est-ce que je peux décider, je peux demander au juge, ça c'est pas pour autant que ça me sera accepté, mais est-ce que je peux demander au juge que l'appartement dans lequel il travaille, où il réalise son activité professionnelle, est-ce que cet appartement relève du secteur professionnel ou du secteur non professionnel? D'accord? Ok. Allez, maintenant, voyons les deux petits cas que je vous mets en gris, que je vous mets en gris. Essayez, donc c'est le cas de Lucie et de Lucien. Essayez de voir si, quelle forme juridique on pourrait leur proposer. Monsieur, désolé, mais juste, j'ai peut-être pas compris. Du coup, on lui dit de prendre soit le IRL, soit la EURL, c'est ça? Exactement. Ok, merci. Monsieur, Oui, Alicia Alexia. juste quand il y a marqué elle n'a pas de patrimoine personnel, ça veut dire qu'en gros, par exemple, elle est en location, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle n'a pas d'immobilisation, voilà, elle n'a pas d'appartement, elle n'a pas de bien immobilier. Ok, merci. De bien immobilier ou mobilier, hein. Elle n'a pas un bateau à Saint-Tropez, une maison secondaire dans les Alpes, etc. Elle a le patrimoine d'une personne de 22 ans. Julie, j'avais une question. Oui, vas-y. Du coup, on dit que, par exemple, quand il n'y a pas d'investissement, que c'est court dans le temps, etc., qu'il n'y a pas de patrimoine en jeu, en général, on dit que c'est du coup entreprise individuelle. Mais du coup, on choisit cette solution juste parce qu'il y a pas trop de frais, en fait. C'est ça? Parce que c'est une facilité de gestion. Ah d'accord, c'est tout. Vous savez, pourquoi les personnes optent pour le statut d'auto-entrepreneur? Tout simplement parce qu'ils ont juste à payer leurs cotisations de sécurité sociale qui sont calculées sur leur chiffre d'affaires. Et à partir de là, il y a entrée-sortie et vous ne devez pas prendre un expert comptable, vous n'avez pas besoin. Vous avez une comptabilité qui est simplifiée, vous n'avez pas de démarche administrative et vous pouvez consacrer tout votre temps à trouver des clients et à travailler pour eux et à vous faire payer. D'accord, ok. Ça marche. Et c'est quoi la différence avec la micro-entreprise? Enfin, pourquoi ils ne pouvaient pas faire une micro-entreprise? Micro-entreprise, entreprise individuelle, c'est la même chose. Micro-entreprise, c'est le statut d'entrepreneur individuel sous un aspect fiscal. C'est-à-dire qu'une micro-entreprise, on peut avoir des exonérations en termes de TVA. C'est-à-dire que en dessous d'un seuil,
de seuil de chiffre d'affaires, on peut facturer sans TVA. Donc, quelquefois, on va être un peu plus compétitif si on travaille avec des personnes physiques. Voilà. Donc, la micro-entreprise, c'est un entrepreneur individuel qui a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas un seuil, et donc il peut bénéficier d'un statut fiscal plus favorable. Okay. Allez, qui se lance? Allez, Alexia. Oui, alors du coup, pour Lucie, moi je me suis dit que vu ce qu'elle possédait, c'est-à-dire pas grand-chose, ce serait pas mal de créer une entreprise individuelle sans faire de démarche de protection. Voilà. Alors, pourquoi vous avez une entreprise individuelle? Est-ce qu'elle a besoin d'investir pour faire ce qu'elle va faire? Elle dit que son projet ne nécessite pas d'investissement important, donc enfin, elle a peut-être besoin d'investir, mais pas grand-chose. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter des couches et les revendre. Quel est son risque de perdre de l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'elle va perdre de l'argent? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle perde de l'argent? Si elle ne fait pas de bénéfice, si elle ne vend pas assez. J'ai pas entendu, Alexia. Pardon. Si elle ne vend pas assez. Et du oui, coup, si elle ne vend pas assez. Sauf que, est-ce que les couches, c'est quelque chose de périssable? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que les couches, c'est quelque chose de périssable? Est-ce que c'est quelque chose qui, si vous ne les vendez pas dans les 15 jours, vous ne pouvez plus les vendre? Non. Mais non. Ça, ça serait la différence, par exemple, si elle vendait des fleurs. Là, à partir de là, le fait de ne pas pouvoir les vendre immédiatement fait qu'on va avoir un élément important en termes de déficit. Donc là, le risque qu'elle peut avoir, certes, c'est de pas de pas toutes les vendre immédiatement, mais à la longue, elle arrivera à les vendre. Donc le fait de ne pas vendre tout immédiatement, c'est un risque, mais un risque qui est beaucoup plus mesuré que si on était dans une autre activité. Donc là, il n'y a pas de risque. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'investissement important. À partir de là, c'est quelque chose qui va se faire de chez elle. Donc vous diriez entreprise individuelle sans démarche particulière. Oui, vous avez raison. Ici, entreprise individuelle, sans démarche particulière, parce que la seule chose qu'elle pourrait affecter, qui relèverait de son activité professionnelle, c'est éventuellement l'ordinateur, mais aussi et surtout la marchandise. Mais bon, la marchandise, c'est normal, c'est lié avec son activité professionnelle. Donc, vous avez raison sur ce point. Une autre personne qui nous traite le cas de Lucien. Marie? Oui, alors pour Lucien, comme il a besoin d'investissement et donc je pense qu'il faut partir sur une entreprise sociétaire parce que dans l'entreprise individuelle, on ne peut pas avoir d'associés, il n'y a pas d'investissement oui, c'est ça. Il n'y a pas d'investissement. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'un investisseur? Pourquoi j'investis dans quelque chose? Par exemple, Marie, si vous aviez 10 000 euros, vous ne saviez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 10 000 euros? Mais vraiment, vous ne savez pas quoi faire, non? De ces 10 000 euros, voilà, ils sont là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je peux les investir dans une entreprise. Voilà, mais si vous ne les investissez pas dans une entreprise, où vous placerez ces 10 000 euros? Je les épargne. Donc, quelle est l'épargne la plus sûre qui existe? Les
Le livret A. Le livret A, on est entièrement d'accord. Et ça rapporte combien le livret A aujourd'hui? Aucune idée. Cherchez sur Internet. 0,1. Hein? Alors, 0,5, c'est le taux du livret A. C'est 0,5. Hein? 0,5. Hein? 0,5. Donc, Marie, vous avez 10 000 euros et on vous le rémunère à 0,5% par an. Ça vous fait combien au bout d'un an? Marie, vous êtes à l'INSA. Oui, ça fait 10 050. Non, mais ça rapporte combien? Ça rapporte combien? 50 euros. 50 euros, là. C'est 50 euros? 5% de 10 000? Non, c'est 0,5%. C'est 0,5%. Hein? Oui, donc c'est 50. Alors, c'est combien, Quentin? 50. Elle a raison, je pense, non? Elle a raison, d'accord. Donc, ça rapporte 50. Maintenant, si, Marie, vous mettez... si j'ai fait droit, c'est que les maths ne m'ont jamais forcément attiré. Marie, si vous investissez 10 000 euros dans une entreprise, c'est pour faire quoi? Pour en tirer un bénéfice. Supérieur à ce que vous pourriez avoir dans le livret A. Oui. Donc, si j'investis dans une entreprise, c'est pour obtenir un retour sur l'investissement. À la fois avoir des parts sociales, et parce que je vais avoir des parts sociales de cette façon, c'est faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle des dividendes. Donc ici, si il y a des personnes qui sont prêtes à investir dans cette affaire, à partir de là, automatiquement, on doit passer par une voie de société. Là, on va être avec plusieurs personnes qui vont investir, mais peut-être qu'on va aller vers ce qu'on appelle soit une société à responsabilité limitée, soit une société par action simplifiée. Une société par action simplifiée ou une société à responsabilité limitée, mais c'est-à-dire une forme sociétaire qui accueille plusieurs associés. Donc voilà le cas où on irait beaucoup plus sur une société, alors que pour Lucie, on irait dans un cas d'entreprise individuelle. OK? OK, oui. Allez, maintenant, je vous laisse travailler. Le deuxième cas pratique, c'est celui où il y a écrit constitution d'une société, celui avec Axel et Grégoire. C'est juste sur à la page numéro 6. Allez, je vous laisse 10 minutes. On reprend à 10h30. Donc là, essayez d'aller dans le cours chercher des informations. Tout est dans le cours.
Pour Evie Nguyen, je viens d'envoyer un message sur le chat en privé. Allez le récupérer parce que, comme vous pouvez, j'arrive pas à vous connecter, je vous ai envoyé le document concernant les exercices. Oui, d'accord. Mais je ne vois pas le fichier. Alors, là où vous m'avez envoyé, oui, vous m'avez envoyé une adresse, oui, une adresse pour le... moi, je vous l'envoie aussi par mail. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez me l'envoyer aussi? Alors, vous êtes qui? Alors, envoyez-moi par le chat votre... il y a des personnes que je n'arrive pas à inscrire. Mettez-le moi par le chat. Alors vraiment, je m'excuse à tous les deux parce que pensez pas qu'il y ait de la mauvaise volonté de ma part. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, j'avais déjà eu d'autres problèmes. Mais je vais pas abandonner, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez, je viens de vous l'envoyer. Je l'ai bien reçu, merci. Super.
C'est bon? Allez. Axel et Grégoire sont deux ingénieurs agroalimentaires qui ont des connaissances dans le secteur qui est en lien avec leur formation, process, produits, composantes, ainsi qu'en microbiologie, chimie, biochimie et bactériologie alimentaire. Ils ont décidé de créer une société en s'associant avec 3 autres personnes. Une société qui s'appelle AgroClim, et donc qui a été immatriculée au RCS de Besançon, de siège social, est situé à Tis, qui est une commune à côté de Besançon, dans le département 25. Elle a pour objet la mise en place des procédures qualité en vue d'obtenir la certification ISO, le suivi de ces procédures dans les structures dont elle a la charge. La SARL organise également des actions de sensibilisation à la qualité, réalise la rédaction de manuels qualité et organise des audits chez ses clients. Lors de la constitution de la SARL, le capital se répartissait de la façon suivante: Axel 300 parts, Grégoire 300 parts, Yves 200 parts, Adeline 150 parts et Émilie 50 parts. La part sociale vaut 50 € et dans les parts sociales, de Yves, il y a ce qu'on appelle des apports, un apport en nature, ça on le verra la prochaine fois, la distinction des différents apports. Là, on est sur des questions concernant la création de la société, mais des questions de base préalables à la création de la société. Et donc, je vais interroger différentes personnes. Première personne, Dorian. Est-ce que vous pouvez nous répondre à la première question? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, vous ne m'aviez pas répondu tout à l'heure à la présence, donc vous êtes présent. La société. La société est-elle une personne? La société SARL. Allez-y. Dorian. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Alexandre. Alexandre. Oui. Alors, est-ce que la SARL est une personne? Pour moi, c'est une entité morale. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une personne? C'est quoi la réelle définition d'une personne? Ce que j'ai que comprendre, c'est une personne morale. Exactement, mais quand on dit que c'est une personne morale, elle va juste être distinguée d'une personne physique, mais oui, une société, c'est une personne. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'être une personne morale? La juridiction n'est pas la même. Oui, enfin, le tribunal ne sera pas le même, mais ça, c'est pas le point central. C'est en présence d'une personne morale, on est en présence d'une structure qui a un patrimoine et des droits qui sont distincts des associés qui la composent. Des associés qui la composent. Donc, à partir de là, on est en présence d'une personne morale qui est composée par des associés qui possèdent de la société des parts sociales. Ils ne possèdent pas la société. Si la société achète un bien immobilier, le bien immobilier appartient à la société. Chaque associé va tenir des parts sociales. Et sur ces parts sociales, s'il y a des bénéfices, mais ils auront des dividendes. Donc, une SARL est bien une personne morale. Vous avez raison. Deuxième question, recenser les éléments d'identification de la société. Lauriane. Oui, vous m'entendez? Est-ce que la personne qui est à côté de vous pourrait débrancher son ordinateur? Enfin, sa connexion. Allez,
recenser les éléments d'identification de la société. Oui, pardon, je vous entends pas. Alors, j'ai répondu par rapport aux éléments du texte, déjà que la SARL, elle avait été immatriculée en 2014. Oui, donc ça, premier point, on sait que c'est une SARL, donc c'est une société. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre élément d'identification? Qu'il y a un siège social aussi, je ne sais pas si ça compte. Oui, si, c'est un élément d'identification. Elle a un siège social à Tise. Quelle est la conséquence de ce siège social à Tise? Je ne sais pas. C'est où Tise? Je ne sais pas non plus. Moi, je vous dis, c'est dans le département du Doubs. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Comment on va pouvoir qualifier cette société du point de vue de sa nationalité? Ah oui, ça va être une société française. C'est une société française, et donc elle va être éligible, elle va être assujettie à tous les impôts commerciaux français. Donc, c'est une SARL, elle a un siège social, c'est une société française, et enfin... Et après, il parle du capital. Le capital? Elle a un capital social, oui, mais surtout un élément d'identification. Comment elle s'appelle? Ah, le Agroclean. Agroclean, ça c'est ce qu'on s'appelle la dénomination sociale. Et particularité de la dénomination sociale, lorsqu'on la choisit, il ne faut pas que cette dénomination sociale ait été utilisée par une autre entreprise du même secteur. Mais quand on a choisi cette dénomination sociale, à partir de là, on peut la conserver toute la durée de la société. Toute la durée de la société. Il n'y a pas de délai minimum, maximum, sans avoir à faire de déclaration particulière. Quand on choisit le nom, si ce nom n'est pas utilisé par une autre société, donc il est libre d'accès, à partir de là, ça va durer toute la vie de la société. On pourrait même vendre cette appellation, mais le critère qu'on doit prendre en compte, c'est est-ce qu'une autre société s'appelait de cette façon. Si ce n'est pas le cas, Agroclean peut durer pendant des années. Et c'est un nom qui ne pourra pas être concurrencé. OK? Du même secteur, vous avez... Oui, du même secteur. Du même secteur, voire dans certains cas, au sein d'une même ville. Par exemple, l'hôtel de la gare, il peut y avoir un hôtel de la gare dans toutes les villes de France. Ils ne vont pas se faire concurrence. En revanche, une société qui s'appelle Agroclean et qui aurait une activité nationale dans le domaine où ces deux ingénieurs souhaitent développer, il ne peut pas y avoir une société qui s'appelle Agroclean ou Agroclean avec deux E plutôt que EA, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait créer un problème d'identification par rapport au client. Le nom est protégé par l'antériorité. Troisième question. Qui nous fait cette troisième question? Bassalamata. Oui. La société a-t-elle la capacité juridique? Je dirais que oui, puisque c'est une personne juridique. Parce que c'est devenu une personne morale. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir la personnalité, avoir la capacité juridique? C'est avoir des droits et aussi des obligations. Exactement, c'est avoir des droits et des obligations. Et qu'est-ce qu'a comme droit une société? Je ne sais pas si c'est un droit, mais elle a un patrimoine. Elle a un patrimoine. Et qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce patrimoine? Elle peut contracter des dettes.
Elle peut d'abord, elle peut passer des contrats, elle peut passer des contrats, elle peut fournir des prestations et elle est en droit d'être rémunérée sur la base du devis, c'est-à-dire du contrat qui a été mis en place. Donc avoir la capacité juridique, c'est avoir des droits et des obligations, pouvoir contracter, pouvoir embaucher, pouvoir emprunter, mais la contrepartie, c'est devoir assumer ses dettes. D'accord. Merci beaucoup. Question numéro 4. Alors la 4 et la 5, DE sont ensemble et on va demander à Zoé de traiter cette question. Je suis désolée, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, monsieur. On va faire la D et la E en même temps. Ah d'accord. Enfin, tout dépend de ce que vous allez dire de la D. Pardon? Tout dépend de ce que vous allez répondre à la D. Oui, désolée. Du coup, moi, j'ai dit que la société avait un patrimoine, oui. Oui. Alors, et donc, si vous avez répondu bien à la D, c'est quoi le patrimoine de la société? Du coup, pour moi, c'est les apports des associés. Des associés, exactement. Des associés, oui. Donc, il y a le capital social, mais dans le patrimoine d'une société, est-ce qu'il n'y a que le capital social? Mais non, la notion de patrimoine est beaucoup plus large. La notion de patrimoine, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les fonds propres d'une société, c'est-à-dire les économies qu'a conservé une société, parce qu'elle a fait des bénéfices, elle n'a pas voulu le distribuer. À partir de là, on va considérer que on est en présence de fonds propres. Ça relève du patrimoine. Si une société achète une voiture, une voiture, ça sera le patrimoine de la société. Le patrimoine, ça peut être un élément mobilier. Ça peut être un immeuble. Ils ont acheté un immeuble qu'ils veulent louer, mais l'immeuble va rentrer dans le patrimoine de la société. Ça peut être aussi les dettes. Oui, on peut avoir aussi un patrimoine négatif. Un patrimoine négatif. Les dettes, ça fait partie du patrimoine. Le patrimoine, c'est pas que des aspects qu'on détient. Il peut y avoir des choses que l'on doit. Donc, oui, une société a un patrimoine, et elle a un patrimoine distinct de ses associés. Donc, il y a capital social, les fonds propres, les biens mobiliers, les biens immobiliers et les dettes. Tout ça, ça fait partie du patrimoine d'une société. OK? C'est bon pour vous, Zoé? Oui, c'est bon, merci beaucoup. OK. Et voilà ce que l'on pouvait dire, au regard de ces différents cas pratiques. Pour la prochaine fois, je vais vous demander de travailler la partie du cours, qui est la partie la suivante, c'est celle qui va commencer par l'entreprise sociétaire, et que vous alliez au moins jusqu'à la page 26, si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est jusqu'à la page 26. Donc, lisez-le, et à partir de là, on pourrait être amené à travailler la partie du cours. Donc, vous avez vu comment on fonctionne. Je fais une petite partie du cours, et ensuite, nous faisons des exercices. Est-ce que vous avez des questions? Et notre délégué, là, à qui j'ai donné la lourde tâche d'arriver à faire des groupes, il est où? C'est presque bon, il ne manque plus que 5 personnes, je crois, dans toute la promo. J'attends juste que ces 5 personnes se fassent pas de problème. présentes. Dès que j'ai les groupes, je vous mets le travail à faire et vous pouvez commencer à travailler. D'accord. OK? Oui, c'est bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi prochain. Merci. Au revoir.